Imaginez que vous découvrez une entreprise qui domine son marché depuis des décennies avec une clientèle fidèle qui paye chaque mois sans broncher, des marges enviables et une trésorerie confortable. Vous pensez avoir trouvé la perle rare. Puis une technologie arrive et soudainement, vous ne savez plus si cette forteresse est en train de se renforcer ou se fissurer de l'intérieur. C'est exactement le dilemme auquel font face les investisseurs qui regardent Adobe aujourd'hui. Et c'est un dilemme qui révèle quelque chose d'important sur ce que signifie vraiment analyser un mot à l'ère de l'intelligence artificielle. Commençons par ce qui rend Adobe séduisant en surface, parce que comprendre l'attrait initial est indispensable avant d'en questionner la solidité. Adobe a accompli quelque chose de remarquable au cours des 15 dernières années. Sous la direction de Shantanu Narayan, l'entreprise a abandonné la vente de logiciels en boîte pour basculer vers un abonnement mensuel et annuel. Quand je parle de logiciels en boîte, on parle des licences perpétuelles. À l'époque, vous vous souvenez, quand on devait acheter un logiciel comme Windows ou bien comme la suite Microsoft Office, ou bien, voilà, bref, à l'époque, on devait acheter quelque chose comme Microsoft Office, ou bien également comme Adobe, bah, on achetait juste un CD, un disque, d'accord? C'était, disons, Adobe de disons, l'année 2000 ou bien l'année 2005, par exemple. Ok. Une fois que vous avez acheté cela, vous allez avoir tendance à utiliser la suite logicielle ad vitam aeternam. Bon, vous n'aurez pas eu les mises à jour. Enfin, je pense que les mises à jour, c'était à peu près pendant un an. Et une fois que euh, l'année suivante, une fois que le nouveau logiciel sortait également en CD ou bien en boîte, comme vous voulez, c'est, voilà, vous n'aviez pas le choix que d'acheter le nouveau logiciel pour avoir les nouvelles fonctionnalités. C'est comme ça que ça se passait, avant le basculement vers les abonnements mensuels et annuels. Donc ce changement de cap qui semblait risqué à l'époque s'avère être une décision stratégique particulièrement avisée. Imaginez la différence entre un revenu mensuel prévisible et des commissions fluctuantes. Un investisseur privilégiera généralement toujours la stabilité. OK? On cherche la stabilité. Un business qui a des revenus fluctuants, c'est pas très intéressant. Ça demande beaucoup d'ajustements au niveau des bénéfices, etc. Donc avant tout, quand on regarde les revenus, on veut savoir est-ce que c'est stable dans le temps, avant même une quelconque augmentation. On ne veut pas gagner, on veut pas enfin, il faut faire attention aux entreprises qui rapportent 100 dollars aujourd'hui pour en avoir 50 demain et après-demain avoir 20 pour remonter ensuite quelques jours plus tard à 150. D'accord? On veut 100 dollars aujourd'hui, 101 dollars demain, 102 dollars après-demain, 103 dollars, ainsi de suite. OK? Donc la stabilité est très importante. Aujourd'hui, si Adobe signe 1000 nouveaux abonnés en janvier, ces mêmes clients génèrent vraisemblablement encore des revenus en décembre, sans qu'Adobe ait besoin de les persuader à nouveau d'acheter une nouvelle version chaque année. Donc une fois qu'on est abonné, bah, tant qu'on reste abonné, on a les mises à jour, etc. Adobe n'a pas besoin de revenir vers nous pour dire «Oh, achète la version de cette année. Oh, achète la version de l'année prochaine.» Bref, vous comprenez le principe derrière. La diversité du portefeuille renforce encore cette impression de solidité. Adobe ne fait pas qu'une chose. Elle fournit des outils aux designers, aux photographes, aux équipes marketing, aux analystes de données. Donc Adobe, ce n'est pas juste la suite de logiciels pour les créatifs. C'est beaucoup plus que ça. Un exemple, vous pensez que la suite Adobe, les PDF, ça sert à quoi? C'est certes gratuit, voilà, ça vous permet d'accéder à vos documents de manière générale, mais c'est un peu plus profond que ça. Donc Adobe ne fait pas que la partie créative. Et cette partie-là, il faut faire attention quand on va l'analyser, n'est pas juste la regarder du point de vue l'IA va nous tuer. L'IA va nous tuer et si on observe uniquement la partie créative, c'est ce qu'on pourrait se dire. Et même là, c'est même parfois discutable. Bref, n'allons pas rapidement. C'est un peu comme un commerce qui vend simultanément des parapluies, des lunettes de soleil et des pulls. Peu importe la météo économique, l'une des catégories compense les autres. Donc cette diversité réduit théoriquement la dépendance à un seul segment. Mais voilà où l'analyse de surface commence à montrer ses limites. Un investisseur qui regarde Adobe voit la récurrence des revenus, la diversité du portefeuille et la solidité du bilan et conclut que l'entreprise est bien protégée. Mais se pose-t-il la question suivante? Ce mot est-il en train de se renforcer ou simplement de paraître fort? Je dis bien paraître. OK? C'est ici que la nuance devient déterminante.
les switching costs d'Adobe sont réels, certes. Un designer professionnel qui a passé des années à maîtriser Photoshop, Illustrator et Premiere Pro ne va pas changer de plateforme du jour au lendemain. Je vous entends souvent dire oui, les abonnements sont chers, etc. Posez la question aux professionnels. Est-ce que l'abonnement, par rapport à ce qu'ils vont gagner derrière, ou bien par rapport à la contrainte que ça pourrait engendrer, est abordable ou pas? Ne posez pas la question à monsieur et madame tout le monde, donc moi je m'inclus dedans, qui utilisent à peu près Canva pour faire à peu près ces miniatures. Je n'ai pas besoin d'Adobe, même s'ils ont une suite pareille. Et je pense même que là, on en parlera tantôt tout à l'heure, mais ces deux concepts différents, c'est la question que je me pose, qu'il faut généralement poser. Qui sont les clients? Qui sont les vrais clients d'Adobe? Je vous ai toujours dit qu'on analyse une compagnie du point de vue opérationnel, du point de vue client, du point de vue fournisseur, du point de vue concurrent. On ne prend pas son point de vue en tant que client pour extrapoler, même si ça peut avoir tendance à vous donner des idées. Mais faites attention. Qui sont les clients d'Adobe? Qui sont-ils? Est-ce que vous le savez? Si vous n'êtes pas encore posé cette question, c'est le moment de le faire. Parce que savoir qui sont les clients, ça pourrait vous permettre ici de mieux analyser cette compagnie, mieux comprendre quels sont les enjeux en date d'aujourd'hui, où se situent les risques. Juste cette petite question-là. Donc, le coût d'apprentissage est immense pour ces personnes-là. Les habitudes de travail sont profondément ancrées et les fichiers sont dans des formats propriétaires. Si vous travaillez dans le domaine, par exemple, des créatifs, par exemple, on peut vous dire ici que livre ce produit en PSD, par exemple, qui est une extension provenant uniquement d'Adobe. Enfin, quand je dis uniquement, mais c'est Adobe, littéralement. OK? So, c'est comme un déménagement. Même si vous savez qu'un appartement plus grand existe ailleurs, le coût pratique et psychologique de quitter votre logement actuel vous retient en place. Et donc, c'est à peu près ça qui retient, enfin, c'est à peu près si on utilise cette analogie-là, c'est à peu près la même chose qui retient les clients actuels d'Adobe. Ils sont habitués au logiciel. Changer leur demanderait de réapprendre à nouveau. Et le temps égale argent. Vous comprenez donc que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Mais l'IA générative est en train de changer la nature même de ce coût de transition. Des outils comme Midjourney ou bien Runway permettent aujourd'hui à des utilisateurs sans formation technique de produire du contenu visuel de qualité professionnelle en quelques secondes. Ce qui prenait des années à maîtriser dans Photoshop peut maintenant être accompli par un prompt bien formulé. Et le terme bien formulé est très important ici. Donc, la question n'est donc pas seulement les clients d'Adobe vont-ils partir, mais plutôt quel type de client Adobe va-t-elle perdre et quel type va-t-elle attirer? C'est très important. Donc, Adobe investit massivement dans l'IA pour intégrer des fonctionnalités intelligentes à ses produits, ce qui crée une pression financière réelle. D'un côté, l'entreprise doit dépenser en recherche et développement pour rester compétitive. De l'autre, ces dépenses réduisent temporairement la rentabilité. C'est un arbitrage classique. Sacrifier la marge aujourd'hui pour protéger le mode demain. Adobe explore notamment une approche dite freemium, une version allégée et gratuite de ces outils IA pour attirer de nouveaux utilisateurs qui pourraient ensuite basculer vers un abonnement payant. Pensez à une version typique de Canva qui existe. D'accord? Adobe fait la même chose, peut-être un peu mieux que ça. Mais ça, c'est autre chose. Je vous laisserai aller juger par vous-même. Donc, c'est quelque chose de séduisant sur le papier. On est d'accord. Si tu es habitué à la plateforme, tu vas te dire, bon, je veux plus d'outils, donc il faut que je paye plus. Mais on vous donne déjà quelque chose au début. OK? Donc, sur le papier, c'est logique. Mais ici se cache une subtilité que beaucoup d'investisseurs ratent. Le vrai risque n'est pas qu'Adobe dépense trop en R&D. Le vrai risque est qu'Adobe dépense assez pour maintenir l'apparence d'innovation, mais pas assez pour vraiment définir les standards de la création assistée par IA. Et c'est ça qui devrait retenir notre attention. On peut dépenser pour maintenir cette apparence d'innovation-là, mais ce n'est peut-être pas assez pour définir les standards. Et si on est le standard, ça veut dire qu'il
il y a de grandes chances qu'on continue à rapporter autant d'argent dans le futur. Alors, les annales du secteur sont instructives à cet égard. Si on retourne un tout petit peu en arrière, en termes d'histoire, et je vous ai toujours dit que l'histoire est très importante en matière de stock picking, très très important, surtout secteur d'activité, etc., industrie. Ne prenez pas ça à la légère, parce que ce qui arrive aujourd'hui est déjà arrivé hier. Certaines entreprises ont fait ce type d'erreur-là, ou bien ont utilisé ce type de stratagème-là. D'accord? Prenons un exemple. Kodak investissait dans le numérique tout en protégeant son film argentique. Enfin, pas argentique, mais argentique. OK? Donc, déjà que c'est l'entreprise qui a inventé l'appareil photo numérique, sauf que ils se sont rendus compte que ça pourrait tuer leur business principal qui était le film argentique. Ce n'est pas une comparaison directe avec Adobe, bien sûr, mais la structure du dilemme est similaire. Quand une entreprise essaie de défendre deux modèles simultanément, elle risque de n'en réussir aucun pleinement. Donc, il faut faire attention en tant qu'investisseur. C'est là où je vous demande souvent de connaître vos dossiers. Où est-ce que je mets les pieds? Donc, et pendant ce temps, de jeunes entreprises spécialisées en IA, plus agiles et plus rapides, avancent sur des segments précis où Adobe était autrefois incontesté. La transition de la direction ou bien au niveau du management ici en cours ajoute une couche de complexité supplémentaire. Shantanu Narayan, l'architecte du passage vers l'abonnement, quitte le poste de PDG après 18 ans. Ce type de transition est toujours un moment de vérité. Le successeur comprendra-t-il aussi profondément la culture de la créativité numérique? Prendra-t-il les décisions difficiles à court terme pour protéger la position long terme? Durant cette période d'incertitude, certaines décisions importantes peuvent être ralenties, ce qui n'est pas l'idéal quand le secteur évolue aussi rapidement. La baisse du cours d'Adobe ces derniers mois n'est pas simplement une réaction irrationnelle du marché, elle reflète une incertitude fondamentale. L'IA va-t-elle amplifier le mode d'Adobe ou bien l'éroder? Ça, c'est une question à laquelle on essaye tous de répondre. Deux scénarios opposés coexistent encore aujourd'hui. Alors, dans le premier temps, Adobe capture la vague IA en devenant la plateforme de référence de la création augmentée, ce qui élargit sa base d'utilisateurs et justifie des prix plus élevés. Dans le second, l'IA démocratise la création au point de rendre les outils spécialisés d'Adobe moins indispensables, réduisant la valeur perçue d'un abonnement à plusieurs dizaines de dollars par mois. Donc, et si l'environnement économique pousse en parallèle les entreprises à réduire leur budget logiciel, Adobe ne peut pas simplement compenser en augmentant ses prix. Elle doit justifier chaque hausse par une valeur ajoutée tangible. Ce que le cours révèle en réalité, c'est que le marché ne sait pas encore lequel de ces deux mondes se matérialisera. Et si le marché ne sait pas, l'investisseur qui n'a pas de cadre analytique rigoureux pour trancher cette question est encore dans une position plus inconfortable. Donc, pensez à la dernière fois que vous avez analysé une entreprise de technologie dont le mode semblait solide. Avez-vous simplement constaté l'existence du switching cost ou avez-vous cherché à comprendre si ces switching costs étaient en train de s'éroder ou, quand je dis en train de s'éroder, ça veut simplement dire ici, est-ce que l'avantage perçu en date d'aujourd'hui est de moins en moins solide? Et pour répondre à cette question, il faut plonger dans la partie opérationnelle, regarder les concurrents, checker à peu près qu'est-ce que les clients disent. OK? C'est un élément très, très important. On n'est pas juste là pour constater que, ouais, l'entreprise a un mot. OK. Deuxième élément, c'est quoi le nom d'avantage concurrentiel? Boum, on trouve le nom. Troisième question, comment est-ce qu'il est mis en pratique? Et question la plus importante, est-ce qu'il est de plus en plus solide, stable ou bien de moins en moins solide? Donc, quand vous analysez le mode, il ne suffit juste pas de déterminer quel est un mode ROIC de 10 ou 15 ou 20, je ne sais pas ce que vous faites souvent, mais ce n'est pas ça. La vraie question, c'est oui, j'ai trouvé le mode. Oui, je sais comment il s'appelle. Oui, je sais comment il est mis en pratique. Mais maintenant, est-ce qu'il a tendance à être de plus en plus fort? Un peu comme le mode d'Amazon, qui est de plus en plus fort, qui lui, est en expansion et non en déclin. Celui d'Adobe, quelle est la réponse? Vous êtes des investisseurs intelligents, je vous laisse aller chercher. Donc, avez-vous évalué non seulement si le mode existait aujourd'hui, mais s'il serait plus large ou plus étroit demain?
dans 5 ans? Ce sont des questions qu'un investisseur se pose. On se base sur les informations d'hier pour essayer d'extrapoler, pour essayer d'avoir un avis demain. Et donc, on doit savoir comment est-ce que l'entreprise s'est retrouvée ici, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que quand le marché vous propose une opportunité d'investissement, donc quand le prix d'une action s'effondre, etc., il y a un problème. Et si ce problème est temporaire, c'est une opportunité. Si ce problème est durable, et bien là, c'est peut-être mieux d'aller regarder ailleurs. Et donc, quand on regarde le mode, on veut également savoir s'il y a de grandes chances qu'il soit encore présent demain. Et pour qu'il soit présent demain, il faut qu'il soit de plus en plus large. C'est une question de... Il faut réfléchir comme ça. De telle sorte que quand le prix de l'action ne fait que baisser, vous êtes tranquillement assis dans vos coins. Vous souhaitez même que le prix aille encore plus bas que ça pour continuer à accumuler. C'est l'idée que moi j'ai sur Amazon. Je ne me casse même pas la tête. Je ne réfléchis même pas beaucoup. Je sais que le mode d'Amazon est en expansion. Comment je le sais? Je regarde les parties du business. 3 business. Et même je dis 3, ça pourrait même être 4. D'accord? J'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Vous avez la partie e-commerce. Et dans le e-commerce, il y a 2 types de business à l'intérieur. OK? Vous avez la partie AWS. Vous avez la partie publicité. E-commerce et publicité vont ensemble. Il y a même d'autres segments d'Amazon qu'on pourrait rajouter, mais citons juste cela. Mais n'oubliez pas, Amazon également a ses risques. Prenez un exemple. Qui sont les clients de AWS? Si vous avez cité Anthropic, Claude, sachez que Anthropic et OpenAI, c'est le même risque d'ailleurs que vous allez voir chez Microsoft. À long terme, ils auront tendance à développer leur propre data center. Oui, c'est un risque qu'il faut prendre en considération en date d'aujourd'hui. Et si on a un client qui choisit de pas nous concurrencer, mais qui choisit de ne plus faire affaire avec nous demain, ça pourrait mettre à mal une partie du chiffre d'affaires de ce segment-là. Et donc, ça nous ramène à la question concernant la concentration. Mais bon, laissez-moi vous dire une chose. Concernant AWS, ce qu'ils construisent aujourd'hui va à peu près servir généralement à la partie e-commerce d'ailleurs. Donc, Amazon pourra consommer l'espace laissé vacant de manière générale, juste en interne, pas en faisant appel à une autre compagnie ou quoi que ce soit. OK? Donc, mais c'est quand même quelque chose sur lequel on devrait réfléchir en date d'aujourd'hui. Donc, la question il faut toujours se demander si le mode est en expansion ou bien en déclin. Et à quoi il pourrait ressembler dans les 5 ans à venir, pas juste à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc, vous comprenez que quand on parle de mode, c'est plus profond que l'analyse de surface que vous pouvez faire avec un ROIC. Encore, même ça, c'est discutable. Parce que d'aucuns ne cherchent même pas à savoir c'est quoi le nom du mode et comment est-ce qu'il est mis en pratique. OK? Alors, c'est exactement cette distinction qui sépare une analyse rigoureuse d'une intuition. Si vous voulez développer une capacité systématique à répondre à ce type de questions, le Prompt Top Invest, le m'obtiendra-t-il, est conçu précisément pour cela. Il vous force à stress tester la durabilité des avantages concurrentiels sous des scénarios adverses réalistes, résistance face à de nouveaux entrants avec du capital agressif, résistance face à des changements technologiques profonds, résistance face à une érosion progressive du pricing power. En appliquant ce framework à Adobe, vous ne conclurez pas par une intuition, mais par une évaluation structurée de ce que l'IA fait réellement à chaque couche de l'avantage concurrentiel. Donc une compréhension que seule une méthodologie rigoureuse permet d'atteindre avec conviction. Par exemple, quand je lance ce type de questions en date d'aujourd'hui, que j'utilise le mot actuel qui fait partie de la bibliothèque de prompts que vous allez retrouver en description de la vidéo dans le groupe School, vous l'avez à ce niveau. OK? Vous cliquez sur ce commentaire et vous allez trouver l'information. OK? Donc, quand je pose cette question à Adobe, voilà les réponses que j'obtiens. Je pourrais l'affiner, faire des choses avec, mais voilà, ça me permet ici aujourd'hui de savoir où est-ce qu'on se trouve et à la fin, ça me permettra de mieux calibrer mon raisonnement au niveau de ma marge de sécurité. Parce que la marge de sécurité n'est pas que quantitative, OK?
Elle est surtout, le quantitatif, ce n'est que la finalité. Et le quantitatif doit être soutenu par des éléments qualitatifs. Donc, c'est assez long, mais ça vous permet déjà de réfléchir sur ce qui pourrait arriver en se basant sur des éléments factuels aujourd'hui. Ne vous laissez pas surprendre. OK? Donc, investissez dans les, par exemple, ici, quand on parle de conditions de test, première chose, les stocks de Figma, voilà, les stocks Figma deviennent 60% moins chers, etc. Alors, ça peut vous donner une idée. Et si on revient au niveau ici d'Adobe, dites-vous que mais pourquoi est-ce qu'ils ont essayé d'acheter Adobe Figma à une époque? Peut-être parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont la solution qu'ils proposaient en interne était moins intéressante. OK? Donc, ainsi de suite. Bref, et comme je l'ai dit, ceci, c'est le plan. Parce que pendant le mois de mai, il y aura des ateliers pour ceux qui détiennent la bibliothèque de prompts et on apprendra à utiliser encore plus en profondeur ces différents prompts-là. Il y en a une trentaine et je pense que peut-être qu'il y en aura plus que ça parce que je continue à les améliorer de manière générale. Mais ça ne sert à rien de vous donner une trentaine sans vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser dans un but précis, à savoir bâtir une thèse d'investissement. Bref, c'est en description de la vidéo. Concernant l'analyse quantitative, parce que je sais que c'est également quelque chose qui vous intéresse. J'ai fait une vidéo sur Adobe il y a quelques mois. OK? Et la vidéo va se situer à ce niveau. Adobe, vous allez voir, c'est ça. Mois de mars, par rapport à la date d'aujourd'hui, je pense que ça fait combien de jours? On est à peu près à 54 jours. La valorisation n'a pas changé. Mon avis sera le même que dans cette vidéo-là. Donc, laissez-moi savoir dans le groupe School, qu'est-ce que vous pensez d'Adobe? Est-ce que vous pensez que le mot est plutôt en expansion, il est plutôt stable ou bien il est en train de s'éroder? Ne dites juste pas ça comme ça, donnez-moi des preuves factuelles parce que c'est avec ça qu'on veut parler en date d'aujourd'hui. Ça nous permet ici d'ouvrir le débat. D'ici là, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, c'est uniquement dans le groupe School. Et n'oubliez pas, ce soir, la bibliothèque de prompt, le tarif change.